L'épisode de cette semaine vous est présenté par nos amis chez Unibrew et leur collection Autre chose qu'on a distribuée tout le long de la saison au Tailgate. Donc, vous avez eu le temps de l'apprécier. Fait que profitez-en l'hiver, ça fait différent. C'est des bonnes bières pour regarder le football puis grignoter en même temps. Donc, merci de nous avoir encouragés toute l'année. Et évidemment, par Service Pelletier-Gosselin, qui sont nos partenaires depuis le début de l'association, qui font notre administration, qui nous supportent dans notre organisation. On ne pourrait pas le faire sans eux. Merci beaucoup d'avoir été là toute l'année. Et l'épisode de cette semaine est aussi présenté par le Boblé! Plein de Boblé! Bon épisode tout le monde. Hey, quand ça va bien, même le générique fonctionne. Hey, François, Tam et moi-même, Eric, de retour pour ce dernier épisode de la saison. Mais pour célébrer aussi, 3e Coupe Vanier des Bleus. Yes! Cheers! 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 Woo! Oh yeah! All right! Cheers, ouais. Tam, elle se remet du voyage. 3 jours en Saskatchewan. Ouais, ma voix n'est pas encore revenue. Là. Je m'excuse à ceux qui sont juste en audio. Cheers, tu sais ça? Ouh, cheers! Golden! Oh, magnifique! Yeah! Pour ceux qui ont juste l'audio, j'ai un petit verre lumineux doré. Okay, tu sais, tu sors ça pour les grandes occasions. Ah, si, je pensais que c'était un effet, mais non, c'est vraiment le verre. C'est pas un effet, c'est le verre qui a une lumière dedans. Bon. Fancy! Ah ouais, on revient de notre, en tout cas pour Tam et moi, et Carl, notre voyage en Saskatchewan. François, lui, essaie de se remettre du party au complexe des Jardins. Mais on a tous vu la même game, une belle victoire des Bleus. Solide victoire des Bleus contre les champions de l'Ouest, les Huskies de Saskatchewan. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va parler un peu de notre petit voyage. Puis, on va conclure notre saison. Pour ouvrir le jeu, j'ai dit, Tam et moi, on a passé 3 jours en Saskatchewan. Et malgré tout ce qui peut se dire sur Regina, Saskatchewan, ce n'est pas une métropole. C'est pas l'endroit le plus excitant au monde. Quoi? Je suis flabbergasté par cette information. Mais c'est bourré de bon monde. Ils aiment le football, puis on ne s'est pas ennuyé à proprement parler. On a eu le temps de faire. C'est ça. J'aurais pas passé un mois, mais 4 jours, c'était correct. Exactement. On a fait 3 jours. Au bout de 2 jours, on avait tout vu. Fait que c'était la parfaite longueur de séjour pour le temps qu'on était là. Donc, on a pu en profiter. Si vous avez suivi mes petits vlogs là, sur la page des Montagnards, vous avez vu, là, on a loué une petite maison à proximité. On s'est tenu avec les parents des joueurs. On est allé aux entraînements. Puis, on est allé faire le match en tant que tel. Donc, une belle journée de football à Regina avec une température incroyable. 7 degrés et du soleil sur les prairies. Ça, c'était au moment du botté. Je dirais qu'à la fin, on était mains nues toute la partie. Ouais. J'avais même plus de manteau d'hiver dans la première demi. Ouais. Puis je pense qu'après dans la deuxième demi, on a remis les manteaux, on a perdu quelques degrés, puis à la fin du match, il devait faire 3-4, mais on était extrêmement bien. On a eu des histoires d'horreur, des fois de matchs dans les prairies. Là. Ça n'a vraiment pas été ça. C'était une température de septembre. Là. C'était fantastique. Ça faisait plus chaud qu'à Montréal. Ouais. En ce moment-là, il faisait plus chaud qu'à Montréal. Toi, François, tu étais au complexe des Jardins. Vous étiez combien à peu près à ce rassemblement-là? Une bonne centaine. Mais ce qu'on avait oublié, nous autres, c'est qu'il y avait une parade ce jour-là. C'était le parade du Père Noël. Puis que la parade du Père Noël se déversait dans le village de Noël qui, lui, est devant la cage au sport du complexe des Jardins. Fait que quand moi, je suis arrivé puis que Steve est arrivé, moi je suis arrivé à, mettons, à 1h, là. La cage au sport, tu as bien plein de parents avec des enfants. Il y avait un line-up dehors, puis on commençait déjà à avoir des pressions pour qu'on libère de l'espace. Hein. Wow, OK. Ouais, mais rapidement, ça s'est rempli. On a quand même libéré un peu d'espace, mais on avait tout le bord plein d'espace. C'était très bien. On a mis du son, on a eu du fun. Il paraît qu'on a eu du fun. Là. Ouais, toi, ça t'angoisse, les matchs de championnat. Ah, ouais. Moi, je suis un peu nerveux. Je disais, là, François, il n'y a pas de place pour aller marcher. Là. Il est pogné dans le restaurant. Là. Ah, fais-moi confiance que j'ai marché quand même. Tu sais, je m'étais pogné une banquette. J'avais du monde qui allait arriver. Puis j'étais avec la photographe des Carabins. Puis j'avais dit, la serveuse, elle me dit, je te fais-tu un bill? J'ai dit, non. Je vais payer au fur et à mesure parce que tu ne me retrouveras peut-être pas. Là. Moi, je suis une queue de veau, m'a couru partout.
Puis comme de fait, c'est ça qui est arrivé. Mais mon problème, c'est que j'ai bu 3 pichets de bière là, pendant la game. Puis tu sais, les pichets de la cage au sport, c'est pas des petits crises de pichets du Pill Pub, c'est des bons gros pichets. 3 pichets à la fin, on va dire. Puis on commençait à faire des shots aussi. Là. Ouch! OK. Ouais. Fait qu'à la fin, je me souviens plus trop comment la game est finie, mais après le dernier toucher, là, là, mon cerveau a arrêté. J'aimais tout le monde. J'ai fait des câlins, puis je suis rentré chez nous. Bon, ben écoute, c'était à peu près ça, nous autres aussi. Une centaine de personnes, à peu près 50, moins sous que ça. Pas mal moins sous. Quoique, ils avaient un petit... ils avaient un kiosque de dégustation de vodka, cookies and cream. Là. J'ai vu ça. C'était dangereux. C'était bon, ça. Dangereux. Ah ouais? Et Tam était heureuse, hein, surabondance de mascottes. Il y en avait. C'était mon party, man. Party. Et chaque kiosque avait quasiment une mascotte. Tu avais celle des Pats, des Huskies, le festival de neige. Mais moi, j'ai pas payé une bière, là. À chaque fois que j'allais m'acheter une bière au comptoir, quelqu'un me payait la bière, que ce soit un partisan vert ou un partisan bleu. Je n'ai pas payé une bière dans le stade. Les partisans verts, c'est parce que c'est ça aussi. Il y avait des partisans des Rams aussi. Tu avais deux sortes de partisans verts. Tu avais vert et gold, puis vert et blanc. Ouais. Vert et blanc, t'es correct, t'es gentil. Vert et gold, les autres, t'es sympathique. Ça, c'est les gens de Regina, l'université de Regina. Écoute, on a lunché avec deux alumni avant le match. On s'est fait servir au restaurant par un linebacker des Rams. Je pensais que j'étais un scout pour le football Canada. Ouais, c'est le Canadien. Non, c'est juste bien obsédé. Fait que non, on en a eu beaucoup de plaisir. Les gens de Regina ont été très sympathiques. Super organisation. Écoute, rien à dire. Une super belle expérience. Hey, la seule chose, par contre, on se rend compte que des événements comme ça dans des stades aussi grands, visuellement parlant, là, sur la télé. Oui, mais tu sais, si on parle de l'organisation, quand on se promenait dans la ville dans les 3 jours, très peu de gens savaient que le match avait lieu, puis encore moins qu'on jouait. Là. On se faisait demander c'est quoi, soit de chapeau. À 20$ le billet, pour moi, j'ai un problème que ça n'ait pas été rempli. Donne-les aux écoles secondaires, donne-les, full-les. Ben, je pense que Tam, tu as ta réponse si tu dis que les gens dans la ville et une ville où. Oui, mais les organisateurs le savent depuis septembre. S'ils voient que ça ne se remplit pas, ils il ont y acheté avait une coupe de billets après le mardi. Donne des billets à toutes les écoles secondaires, donne des billets pour au moins fouler la place. C'est un événement qu'on fait avec le football canadien, puis c'était la NFL Canada qu'on voyait le plus dans le stade que le U-Sport ou surtout même avec une équipe de la province, là, disons pas c'est ce que j'allais dire, François. Ils sont rendus à peu près à pas loin de 10 000. Non, c'était 8008. Oui, 8008. Si Saskatchewan n'avait pas été là, là, ça aurait été difficile. Parce que sur le 8008, là, il va y avoir un 5-6 000 de fans des Huskies. Tu vois, le T-shirt, je l'ai acheté avant le botté d'envoi. Puis j'ai pogné le dernier large. C'était une petite table, il n'y avait presque pas de merch. Le kiosque de CFL était 8 fois plus gros que celui du U-Sport. Ils n'ont jamais répondu pour les passes médias et ce n'est pas le seul cas. Tu mets un formulaire, mais tu ne prends même pas la peine de répondre pour donner ta réponse. C'est un petit peu ordinaire puis broche à foin. Ouais. L'organisation était à l'université de Regina. On a voulu aller au déjeuner. C'était plein. Mais donc, puis j'ai vu des photos, ça n'a pas pris grand-chose pour le remplir. Fait que c'était vraiment à petite échelle. Le pub officiel de la Coupe, on est allé 2 soirs. On a essentiellement, la centaine de fans bleus qu'on était, on a essentiellement pris le contrôle de la place aux 2 étages. Ça, c'est ton pub de Noël, ça? Non, c'est une autre bébelle qu'on a trouvée. Oui, c'est une autre bébelle qu'on voulait bruncher. Le Victoria's Tavern, ça, c'était centre-ville Regina. C'était un pub très classique, 2 niveaux. Tout ce que tu t'attends d'un pub. Mais écoute, le vendredi soir, il y avait une salle d'à peu près 30 places en haut. C'était full-up jusqu'à Rabin. Au rez-de-chaussée, je te dirais qu'un tiers à peu près du rez-de-chaussée, c'était des bleus. On avait pris le contrôle du jukebox à un moment donné. Il y en a qui faisaient jouer des classelles. Puis, pendant une demi-heure, ça a juste été de la toune franco. Fait que t'es rendu là.
Mais non, ça n'a pas levé bien local. Là. Tu me dis que ça, c'était le bar officiel. Oui, c'était le pub qui nous conseillait pour les festivités. Ouais. Donc, l'affaire de Noël, c'est un truc qu'on a trouvé un putain de hasard. Là. Parce qu'il y avait une grosse affiche brunch à 12$. Fait qu'on voulait on n'est pas riche. On va aller là. Mais turns out que c'était juste la fin de semaine. C'était juste le week-end. Ouais. Fait que fuck off. Mais la place était extrêmement cool. Encore une fois, vous n'avez pas vu mon vlog. Allez-y, je pense que pour ça, ça vaut le détour. Ouais. Hey, il y a eu une game de football. Après partie, vous avez quand même, vous êtes retourné. Attends, avant. On est retourné tout de suite. Non, attends, time out. Là, juste avant la game, justement, là, vous aviez un tailgate. Mais il y a un tailgate intérieur. Parlez-moi de ça, votre tailgate intérieur. De quoi ça a l'air? Parce que moi, quand j'ai vu vos photos le matin puis que j'ai vu que vous aviez installé les drapeaux sur les voitures, je me suis dit, ben finalement, ils vont faire un tailgate extérieur. Je connais un peu les réglementations du rock. Non, pas tant. Non, je te dirais. Non, on attendait l'ouverture du tailgate. On était 2 voitures, on était à 5. Okay? Ouais, ça n'a pas été la grosse affaire. On s'est installés, ils sont venus nous voir 2 fois. Hey, vous n'avez pas le droit de boire. On a fait correct. Tabarnak, ils sont sévères. Fait que, c'est comment les Canadiens anglais sont pas mal sur l'alcool. Mais je te dirais, tu sais, un gardien de sécurité, un jeune, est venu nous voir. Ouais, mais après ça, les fans de Regina sont arrivés avec leur char puis ça buvait. Ouais, ça, c'était weird. Ils n'ont pas achalé, là. Ça, c'était weird. Ils sont venus nous voir pour nous le dire. Puis quand on est rentré vers le stade, on est passé en arrière de 2-3 tailgates ouverts avec du monde avec de la bière, puis ça buvait. Fait que je pense que c'est juste se donner bonne conscience. Mais vu qu'on était les premiers, on a comme été ceux qui ont été avertis, mais je suis vraiment pas certain qu'ils auraient appliqué quoi que ce soit. Pour moi, c'est la même mentalité que quand on était à Queens ou ailleurs. C'est comme ils sont obligés de nous le dire, mais tant qu'ils ils appliquent peut-être pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été 1 heure, je te dirais, avant l'ouverture des portes. Ouais. Les portes ont ouvert à 11h, donc 2 heures avant le match. Mosaic Stadium, la façon que c'est fait, c'est 4 portes principales dans les coins. Donc, ils avaient seulement ouvert celle du côté sud. Et du côté ouest, dans le fond, un côté complet du stade, c'est, je dirais, la grande fenêtre d'une espèce de... Comment j'appellerais ça? Un agora. Là. C'était comme une espèce d'agora avec des restaurants là, sur le côté qu'ils appellent le Sports Cage Lounge. Puis, tu as des tables style bistrot au milieu, puis tu vas aller te servir. Ça, ils l'ont ouvert 2 heures avant le match. Fait que, c'était pas tant un tailgate. Quoi qu'il y avait de l'animation dedans, il y avait un DJ, il y avait mis... La vanille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un mystère qu'il va falloir élucider un jour, parce que là, je suis encore en train d'essayer de décortiquer mes photos puis de faire un Sherlock Holmes de moi-même sans, malheureusement, découvrir la clé, parce que, je vous explique... Moi, je pense qu'il y a 2 trophées, mais c'est... Je pense qu'il y a 2 trophées. Ouais. Anyway. Il y aurait peut-être le vieux trophée, celui qui est plaque de championnat. Que Laval a payé. Des carabins ont été arrachés par quelqu'un. Clin d'œil, on sait c'est qui. Ah, c'est qui en tabarnak. Et un nouveau... Ce trophée-là, c'est celui qui était pendant le tailgate. Pendant le tailgate, je me sens entre guillemets. Lui était exposé, je suis allé le voir, j'ai fait, ben voyons, nos plaques de championnat sont pas là. J'ai pris des photos. Ensuite, revient après le match, la coupe gagnée. Les plaques sont là. Mais avec le style de FTF en dessous. Avec le STF de brûler en dessous. Encore une et fois, la coupole déjà lousse. Moi, je ne sais pas ce que le U-Sport fait dans la vie, mais ils ont le trophée depuis le mois d'août. Ça leur tentait pas d'inspecter les 2 clairement, puis de serrer les vis pour t'assurer que la coupole soit serrée, puis qu'il ne manque pas quelque chose sur ton trophée. Là. Je sais pas. Le trophée, mettons qu'il a slacké pendant que les gars jouaient avec. Là, attends. Tu sais que ça fait ça chaque année, renforce. Tu sais que Laval a une réputation de vandaliser le trophée, tu ne regardes même pas en dessous. Ouais, c'est ça. Donc, on reviendra sur ce drôle de moment à la fin. Oui, là, mais je veux savoir, donc, finalement, vous êtes ramassé à l'intérieur dans cette agora qui, tu me disais, on va avoir un tailgate intérieur. Est-ce que c'était intéressant? C'était le fun? Ou écoute, c'était... on est rentré dans... L'équivalent de rentrer dans le stade d'avance. Il n'y a pas grand-chose de... Il y avait du monde. Des gens de Regina sont venus nous voir. On a jasé. On a eu des belles conversations. On a pris une bière. On a mangé avant de rentrer. C'était plein de petites tables. C'était comme si c'était un petit 5 à 7, mais avant le match. Exactement. Les Carabins avaient le banc du côté ouest. Donc, c'était de ce côté-là. Donc, tu sortais du bar, puis tu avais... la section. Nous, dans le fond, c'est l'admission générale. Fait que tout le monde s'est aggloméré en arrière du banc des Carabins là, chez les Bleus. Fait qu'on était comme une espèce de
paquets, pas nécessairement compacts, parce qu'on avait de l'espace pour les coudes en maudit, là, mais d'une centaine de personnes. Ouais, t'avais vraiment un îlot en arrière de nous autres. Là, je veux dire, t'avais 2 rangées. On les était gens sont entourés pas de collés verre. directement sur nous autres. Là, ils nous ont laissé l'espace pour qu'on puisse. Ouais. Et la majorité, je te dirais, des fans des Huskies sont allés en arrière du banc de leur équipe. Ouais, là-bas, ils ont rempli, comme je te dis, peut-être pas densément, mais mettons qu'ils ont rempli 3 sections. Non, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que notre bord, c'était plus des fans de Regina, en fait, que des fans des Huskies. À part les premières rangées en avant, où là, il y a 1 ou 2 rangées de jeunes ivrognes qui ont décidé que c'était une bonne journée. Il y avait un partisan des Huskies qu'on a eu. Il y était plusieurs. Les autres cherchaient la bataille. Fait que, ça se revirait, ça narguait, moi, je tiens à féliciter la maman, que je ne me souviens plus de quel joueur, qui est allé faire la bise à ce gars-là après la partie. Et ça l'a figé totalement. Ouais. Comme quoi, quand tu contre-attaques avec de l'amour. Ouais, on le sait, nous autres. Notre meilleure âme, c'est l'amour. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la chaîne de Concordia. Exact. Fait qu'on a eu un match de football, on a eu un flyby des avions Hercule. Il y avait quelques joueurs. Ah oui, ça c'était drôle ça. Le pile ou face, les avions Hercule, les hymnes nationales, les gars essayent de se placer pour commencer le match. Tu as les joueurs des Riders qui rentrent avec la Coupe Grey. Ils s'en vont sur le terrain à travers les joueurs, puis là, les arbitres sont obligés de leur dire là, pouvez-vous sortir? C'est parce qu'on essaie de jouer une game de football. Sur le kick-off. Calice! Ouais. C'est-tu Marion qui était rendu sur le banc à gueuler? Marion, il était là parce que je l'ai vu. Exhumés, ils ont été sur le banc des Bleus. Il était rendu sur le banc des Bleus à les primer. Fait que ça s'est passé à ce moment-là. Fait que ça, on a eu bien du plaisir avec ça. Mais j'ai vu Marion à TV puis sur les photos. C'est ça. Après le match, tous les parents de joueurs, on s'est retrouvés dans ce même agora-là. Puis là, les Carabins avaient prévu un souper là, avec de la pizza puis tout ça. On va y revenir. J'aimerais ça qu'on fasse le match avant pour. Vas-y. Fait que le match part. Superbe température, j'en ai parlé. Il n'y avait pas de vent perceptible, mais pour une raison ou une autre, le botté d'envoi de Philippe Boyer fait 67 verges et défonce la zone des buts. Donc, c'est déjà 1-0, puis il n'y a même pas de temps d'écouler au cadran. Moi, en tout cas, là, j'étais aux toilettes. Attends, hey, je te coupe. Ah non, vas-y, continue. Là, ben, dans 2 secondes. Je t'en coupe dans 2 secondes. C'est pas un problème. Donc, les Huskies prennent le ballon à leur ligne de 35. Et contrairement à leur identité habituelle, je pense qu'ils essaient de surprendre les Carabins. Donc, ils décident d'entrée de jeu. On va profond, passe de 20 verges. On essaie de passer par-dessus la défensive. Ça s'avère une très mauvaise décision parce que c'est leur premier jeu. Puis on a LP Gauthier qui saute, chip le ballon. Donc, le premier jeu du match, c'est une interception. Les Carabins reprennent le ballon à la ligne de 42. Déjà, le ton était donné. On était pour te donner peut-être la chance de courir, mais on ne va pas te laisser passer. Hey, moi, là, j'étais aux toilettes. Là. J'étais en train de passer au deuxième pichet. Puis, donc, je sors, puis là, je dis, ben voyons, Chris, j'entendais déjà du mouvement, du son et là, je me rends compte, j'ai manqué le botté d'un point. Là, j'arrive, je ne comprends pas pourquoi il y a un point. Puis, j'ai manqué l'interception. Ça s'est passé en quelques secondes. Tout ça en 30 secondes. Il n'y avait même pas de point, il n'y avait même pas de temps. Puis, tu as déjà Pépé qui lançait des balles. Exact. Donc, ça nous amène à la première séquence offensive des Bleus. Une courte séquence de 5 jeux et 42 verges. Philippe Boyer finit le travail, c'est 4-0 Montréal. Saskatchewan reprendra le ballon et là, ils réussissent finalement leur première vraie séquence du match. 8 jeux, 63 verges. Ils doivent se contenter, eux, également d'un 3 points. C'est 4-3. Ce sera le score qui va prévaloir à la fin du deuxième quart. Les Carabins vont reprendre le ballon juste à la fin du premier. Pousser une bonne, longue séquence de 75 verges, plusieurs jeux au sol, des passes dans le côté. Les Carabins se retrouvent 2e et 10 à la ligne de 41 des Huskies. Après une courte passe ratée, Pépé décide de gonner, décide d'aller dans le fond de la zone. Il avait déjà tenté un peu plus tôt à Riopelle. Il avait touché du bout des doigts de l'autre côté de la défense, mais ça n'avait pas fonctionné. La Rose, pas Riopelle. Excusez, la Rose. Oui, la Rose, parce que c'est à ce moment-là que j'ai enlevé mon chandail de Simon. Donc, sur cette séquence-là, Brandon Gourgon, lui, est en arrière des demi-défensifs, ne la laisse pas tomber, il plonge, fait un catch impressionnant, attrape, retourne, sécurise, conserve le ballon.
c'est 7 points après la transformation. Ça nous amène à 11-3 Montréal. 8 jeux, 75 verges, mais je vous rappelle que là-dessus, il y a quasiment 45 verges sur cette passe-là. Gros touché pour casser la glace du côté de Montréal. C'était extraordinaire parce qu'en plus, Gogon, il est slot. Là, fait que t'avais les deux wides, c'est ça compté, puis c'est quand même le slot en plein milieu qui l'a ramassé. C'était vraiment parfait. Exactement. Hey, je prends 2 secondes pour parler de la présence de Dembélé, qui était un cas incertain avant le début du match, qui a fait un travail exceptionnel. En première demi. Surtout en première demi, oui, parce qu'on voyait qu'il était affecté. Il fallait qu'il prenne des pauses puis qu'il revienne. T'sais, il a réussi à courir dans le 4e aussi, peut-être un peu moins efficacement, mais en première demi, il a imposé le jeu au sol. Il a forcé les Huskies à rester plus bas, ce qui a ouvert la passe profonde. Puis on va le voir plus loin, là, le dommage a été fait là. Mais tu vois, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, hey, je pense que c'est pas une bonne idée qu'il soit là, mais après coup, on s'est rendu compte qu'il ne restait plus de running back. Hein. Saint-Pierre était blessé. Ils sont pratiquement tous blessés. Il restait que lui, à moitié, il restait Rémi au complet. Puis à un moment donné, il restait que Rémi appelé fullback, hein, parce que quand on l'a sorti, Dembélé, il restait que lui. Non, parce que Kepa était sorti plus tôt dans le match. Ouais. Donc, mais en tout cas, je trouve qu'il a fait un travail quand même très, très honorable. Considérant son état de santé, là, je comprends que peut-être qu'il aurait pu jouer la semaine d'avant, mais il était magané. Puis, si on parle des blessures là, du côté de Saskatchewan, là, Weebs, il jouait sur un pied. Frank aussi, il jouait sur un... Mais rendu là, tout le monde joue ce temps-là de l'année. Non, mais c'est ça, je te dis, il y en avait des deux côtés. Là. Non, mais c'était même nos pas meilleurs ça, joueurs ont été meilleurs. Moi, je trouvais que Dembélé, puis c'est pour ça que, comme tu as dit que tu en as parlé, Eric, Dembélé a fait une course, mais même 2-3 belles courses. Il en a fait des grosses, là. Au premier quart, là, qui a permis justement la longue, tu disais que ça a ouvert le jeu, mais la longue passe à la Rose, là, c'était littéralement ça. Puis il y en a une deuxième passe que la Rose n'a pas maîtrisée. Je pense que c'est après la deuxième passe que j'ai finalement enlevé mon chandail de la Rose. Puis j'ai mis mon chandail de Cousineau à la place. Puis regarde, tu vois, ça a bien marché parce que la Rose a pogné des ballons tout le restant de la game. Ton chandail de Dembélé. Ben oui, tu as raison. Mais, mais toi, ajuste la temporalité de ta patente, là. Je sais, mais c'est parce que... Ah ouais, c'est écrit Cousineau dessus, puis c'est d'époque. OK, all right, je me rends. Ouais, mais Dembélé, au premier quart, super bien couru. Écoute, sa ligne là, pour le match, c'est 77 verges en 13 courses. La plus longue, 24. Pour une équipe qui carbure à l'attaque aérienne, si ton attaque au sol te donne ça, tu es en bonne position. Voilà. All right. Donc, comme je disais, ça c'était après le toucher de Gourgon. On en est à 11-3. On pensait à ce moment-là que les Carabins avaient commencé à prendre le momentum, mais Saskatchewan ne s'est pas rendu là en abandonnant. Hein. Eux autres aussi, ils étaient maganés, puis ils voulaient continuer. Saskatchewan reprend le ballon à sa ligne de 28. Ils réussissent une poussée de 82 verges avec beaucoup de Riker Frank. Et c'est d'ailleurs lui. Ah oui, ça, c'est le porteur de ballon. Et c'est lui qui va terminer le travail avec une course de 4 verges pour finalement ramener le score à 11-10 en faveur de Montréal. 9 jeux, 82 verges, écoulé 5 minutes de chronomètre. Saskatchewan ne voulait pas se laisser dépasser. Par la suite, les Carabins reprennent le ballon. Une autre quand même belle séquence, mais la tentative de botter de placement de Philippe Boyer rate. C'était vraiment un slap shot qui a traversé la zone début. Je pense qu'elle n'a jamais pris vraiment son envol, cette ballonne-là. C'est parti à gauche. Ça a pris une curve comme moi quand je joue au golf. Exact. Donc, on se retrouve finalement à 12-11 Montréal. On échange les ballons. Les Carabins reprennent encore une fois le ballon. Une autre belle séquence. 9 jeux, 86 verges. On est à la porte des buts, là. On pense peut-être réussir à aller chercher un toucher avant la demi. Ça n'arrivera pas avec le chronomètre qui arrive presque à 0. Boyer reprend sa chance, marque 3 points. 15-11, ce sera le score à la mi-temps. Surtout 2 beaux jeux défensifs du 33 de la Saskatchewan sur 2 jeux d'affilée qui empêchent les Carabins d'aller chercher le premier essai. Pour moi, c'est un jeu clé de la défense à ce moment-là de la Saskatchewan. Exact. Ils se battaient fort pour le court jeu. Puis là, le terrain était plus court, ça les aidait. Vos impressions à la demi, vous en étiez où?
Moi, je trouvais que c'est là que là, tout le monde a dit que j'étais pessimiste et que je n'étais pas content. Mais à ce moment-là, je trouvais qu'on jouait fessier, qu'il y avait des moments où on aurait dû y aller pour plus de Barcelou et qu'il y a des moments où on aurait dû être moins conservateur. Et que les pénalités commençaient déjà à ce moment-là. C'est les pénalités qui ont changé la donne. Moi, je n'ai pas trouvé que les Carabins ont été du tout conservateurs en première demi, là, François. Ouais. Moi, je trouvais à la demi, j'étais comme, on est exactement là où on voulait. Moi, j'avais pas peur. J'étais comme, on l'a ce match-là. Là. Il y a eu des longues passes qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Mais en même temps, c'est dans l'ADN. Si tu regardes les statistiques de Pépé après le match, 27 en 33, tu constates qu'il y a 2 bombes que Larose a eues entre les doigts. Ouais, mais ils ont été qu'il n'a pas réussi à ramener. Les balles étaient... Ouais, c'est ça. Je ne dis pas que c'est de sa faute à lui. Je dis qu'au niveau du ratio de Pépé, c'est contrairement à d'autres longues ailleurs dans l'année. C'est 6 passes non complétées, tout azimut dans le match. Fait que c'est ces deux-là, une à Dosso qui a rebondi à travers les mains. Ça veut dire qu'il a manqué 3 autres passes dans toute la game. Son pourcentage de réussite est hallucinant. Ça, c'est en essayant des passes longues. C'est pas comme s'il avait monté ce pourcentage-là en faisant des screen passes partout. En termes de distribution et de taux de réussite, c'est incroyable. Puis là, c'est ça, sans parler qu'il y a eu un jeu, justement. Parlons de Dosso. Dosso n'a pas eu sa meilleure game. Sa première meilleure demi, il a manqué des blocs sur la faux filade de Leclerc, le jet sweep là, de Leclerc. Oui. Là, il aurait dû avoir un bloc. Dosso n'a pas bloqué le bon joueur. Leclerc était en tabarnak. Il l'a même engueulé. Mais ça, c'est-tu quand il a bumpé dans Gourgon ou si tu parles d'un autre jeu? Je pense que c'était un autre jeu, ça. OK, parce que celui-là, écoute, je me rappelle, il était déçu parce qu'il pourchassait Gourgon. C'était pas à la même vitesse. Dans le fond, c'est le joueur des Carabins qui l'a fait tomber, essentiellement. Il n'y a même pas eu de plaqué. Mais ça, c'était en deuxième demi. Mais je crois qu'on avait quand même réussi à ce moment-là. J'étais quand même fier de la défensive. C'était surtout la défensive parce que l'attaque se mettait en place. Ça aurait pu être mieux, mais ça se met en place. C'est normal, on est une équipe qui... C'est vis-à-vis une équipe que tu ne connais pas. Mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est l'efficacité de notre défensive, justement, qui avait, à part la drive où il y a eu le toucher, mais on ne leur a rien donné. Rien donné. Et surtout, ils ont littéralement arrêté de lancer le ballon parce que ça ne marchait plus. Tam, ton impression à la demi? Moi, je trouvais qu'on était en contrôle. Je n'avais pas de doute sur le reste du match. Fait comme la façon que la Saskatchewan jouait offensivement, puis on a vu à partir de la milieu du premier quart, oui, il n'embarquait pas sur tous les jeux. Fait que j'ai fait comme, si lui, il n'embarque pas sur tous les jeux, tu perds une de tes armes. Puis c'est pas mal lui, puis Frank qui faisait avancer le ballon. Là, t'enlèves si les deux-là sont pas sur le jeu tout le temps, ben tu diminues tes chances de réussir à faire des points. Là. À ce moment-là, la défensive de la Saskatchewan jouait comme je pensais qu'elle allait jouer, puis qu'ils ont joué le reste du match aussi. Ils ont très bien joué défensivement. Ils se sont juste fait battre quelques fois sur les longs jeux, mais outre ça, ils étaient à la bonne place pour les plaquer. Là. Ça nous amène au troisième une fois qu'on avait l'avance, avec la défensive qu'on avait, j'avais pas peur que ça remonte. L'avance, on l'a eu à 1 seconde au début de la game. Oui, mais c'est ça, je te dis. Pas une grosse avance, à partir du kick-off, je le savais qu'on gagnait. Là. Donc, on commence le troisième quart, on s'échange, les Carabins commencent avec le ballon, on se l'échange 2 fois à tour de rôle. Saskatchewan réussissent un gros jeu, une bonne passe qui les amène en zone offensive, mais ça va les arrêter là. Donc, ils sont obligés de se contenter d'un placement de Lucas Scott, ce qui va les replacer 15-14. Sur le jeu suivant, on s'échange le ballon, les Carabins ne réussissent pas grand-chose. Boyer va réussir un autre dégagement de 60 verges qui va finir en toucher de sûreté juste à l'intérieur du pylône, 16-14. Les unités spéciales dans le match, il y en a eu toutes les sortes. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est comment, puis le botteur de Saskatchewan a réussi un rouge aussi un peu de la même façon, en bottant dans le vent. Mais il n'y avait même pas de... Je n'étais même pas capable de faire flotter mon drapeau. Les fanions au-dessus des poteaux des buts ne flottaient même pas. Mais quand le ballon montait pour un dégagement, le vent le prenait. Fait que je ne sais pas comment il est construit, ce stade-là. Là. Parce que le stade est au-dessus du niveau du sol. Fait que si tu passes le niveau du sol, tu as un courant d'air. Quelque chose à peu près à 60-70 pieds dans les airs, le vent, il est tout compacté là.
Puis il pognait les ballons, puis il les barouettait, j'imagine. Fait que, non, ça a été une journée, je pense, un peu étrange pour les batteurs, honnêtement. On s'échange encore le ballon dans le troisième quart. Finalement, les Carabins prennent leur ballon avec 2,57 à faire à la fin du troisième. On commence une séquence. Les Carabins ratent la passe, mais une passe incomplète à la Rose. Mais Saskatchewan se fait planter une pénalité de 15 verges pour avoir frappé Pépé après qu'il ait libéré le ballon. C'était pas une plus grosse pénalité du monde, mais c'était niaiseur tabarnak. Le timing était mauvais. C'était pas le coup, je pense, en tant que tel, c'était un coup d'épaule. Non, mais vu qu'il avait tout collé sur nous autres, les moins petites affaires depuis le début du match, il n'y avait pas le choix. Il était à plus que 3 secondes après que Pépé ait lancé. Les arbitres, t'as dur à suivre. Je vais donner ça. Il y a des calls que je comprenais pas trop. Il y a des affaires qui se complétaient mal. Regarde. Ce que ça fait, c'est que 2 jeux plus tard, après une petite course ratée, on fait un peu la même recette qu'à la fin, qu'à la fin du premier quart. À la fin du deuxième, excusez. Pépé décide de la lancer au fond de la zone. Cette fois-là, il est au 32. Et il trouve Hassan Dosso qui avait réussi à vaincre son couvreur, passer en arrière de lui, fait un catch spectaculaire parce qu'il n'était pas dégagé. Le joueur de Saskatchewan était sur lui. Il réussit à la mettre juste dans le panier en dedans des mains. Parfait. Un catch parfait juste en dedans de la ligne. Avec la transformation, ça amènera 23-14. Rendu là, c'était fini. Pour moi, c'était le game changer. Pour moi, c'est là que le rythme a vraiment changé parce que là, la pression était toute sur Saskatchewan. Ouais, mais il y a eu un revirement sur down à un moment donné. Là. Moi, je pense que c'est un des moments où que tout a basculé aussi. Les revirements à un moment donné. Exact. Début du troisième quart, du quatrième, pardon, on sait qu'on change les ballons. Les Carabins concèdent un toucher de sûreté là, suite à, je pense, 2 pénalités coup sur coup. Quand je dis que c'était dur à suivre, des fois, les arbitres, là, les Carabins étaient rendus en dessous de leur propre poteau. On donne 2 points. Renvoie Saskatchewan à l'autre bout du terrain. Qu'est-ce qui arrive sur cette séquence-là? Jake Farrell, bang! Dans les mains d'Harold Messiaen, secondaire qui couvrait le milieu du terrain. Là, plus rien ne fonctionnait pour les Verts. Difficile de faire avancer le ballon. La défensive des Bleus venait de décider que c'était fini. Là. Ah non, ça commençait déjà là, en plus. Là, il était fatigué. Saskatchewan était fatigué. J'ai eu l'impression que Saskatchewan était fatigué en rentrant au troisième. Comme la semaine d'avant. La profondeur, hein, à un moment donné. Là. Puis il y a aussi que les Carabins avaient peut-être le loisir de remplacer des gars plus facilement. Ce qu'eux, ils n'étaient peut-être pas capables de faire. Même si on avait le même nombre de joueurs sur le banc, les Carabins ont une profondeur. On changeait notre ligne à chaque 2 jeux ou à peu près défensivement. Exact. Donc, on s'échange le ballon 3 fois. Les 2 attaques vont un peu nulle part jusqu'à temps que les Carabins reprennent le ballon au milieu du terrain. Et là, l'attaque se met en marche. C'est un peu bizarre comme séquence. Des gains, des pénalités, on recule, on avance. On fait 10 jeux, on gagne juste 44 verges. C'est bizarre. Sauf qu'au moment où on s'attend à ce que les Carabins, après avoir écoulé 6 minutes de chronomètre, tu sais, c'est 10 jeux, 6 minutes, on voyait les secondes s'égrener sur le tableau. Tout le monde s'attend, après une faux filade du quart, à un premier début de la ligne de 7, à d'autres jeux au sol, qu'on écoule. Non, c'est pas ça. Saskatchewan envoie tout ce qu'ils ont. Il y a 2 gars qui passent à travers la ligne. La Rose, lui, est allé se cacher, puis Pépé l'a trouvé. Donc, une petite passe lobée entre 2 demi-défensifs. C'est un 3e touché pour Pépé dans le match, le premier de la Rose. Ça amène le score à 30-16. Et il n'y aura plus de points à partir de ce moment-là parce qu'on est passé les 3 minutes. Et finalement, Saskatchewan va avoir le ballon 2 fois. Il ne fera pas grand-chose d'intéressant avec ça. 2 revirements sur essai. C'est votre score final, 30-16 Montréal. Les Carabins sont champions de la Coupe Vanier. Cheers. Et voilà. Moi, rendu là, je suis en train de faire des shots de whisky. C'était fini, esti. C'était fini. Non. Là, le stress était tombé complètement. Mais je me suis rendu compte, tu sais, Saskatchewan, c'est des gros bonhommes. Ils ont une crise de grosse O-line. Hein. Une crise de grosse O-line. Oui, mais le fait que nos défenseurs ont bougé, notre 97, notre recrue, là, il en a joué une magnifique. Ça, c'est McDougall, ça? Ouais. Nesca, on en joue une magnifique aussi. Là. La grosse patte à un moment donné qui a ramassé. Ça, c'est McDougall. Ah ouais. Tu sais, les gros bonhommes de la Saskatchewan ont fait leur job. Leurs 2 lignes ont quand même relativement bien joué. Là.
pour moi, défensivement, c'est les DB de Saskatchewan qui ont une journée un petit peu plus difficile. Puis avec le fait qu'ils n'ont pas réussi à courir, je pense que ça a tué leur plan de match parce que vu que ils n'étaient vraiment pas en grosse forme, ils l'ont juste visé, je pense qu'ils l'ont visé 5 ou 6 fois dans le match, puis il y en a capté 4. Ça diminuait leur livre de jeu. C'était leur dépanneur qui n'avait pas la puissance puis tout ça pour aller chercher les gains. Même Frank, tu le voyais, là, il n'était pas capable de mettre le deuxième gear qu'il était capable de mettre durant la saison régulière. Mais la défensive au sol a été extraordinaire. Il n'y avait pas l'espace. Puis ils ont donné le ballon 17 fois. Ce qui n'est pas énorme, mais il faut comprendre qu'ils ont tiré de l'arrière presque toute la deuxième demi. Donc là, tu ne peux pas juste courir le ballon à ce moment-là. Il y a eu genre 2 courses. Je répète, ils ont tiré de l'arrière après la première seconde. Oui, je comprends. Mais quand tu perds par plus d'un touché, il faut que tu trouves l'accélérateur parce que tu n'y arriveras pas. Riker Frank a terminé à 61 verges, mais moi, puis il y a eu une grosse course, puis je pense que son 17 verges, c'était justement dans la séquence où il a marqué. Mais sa moyenne pour le match est à 3,6. Tu mets ton équipe dans le trouble à ce moment-là parce qu'ils ont tout le temps des deuxième et long. Ouais. La défensive au sol a été juste parfaite. C'était vraiment le plan de jeu. On a fait un plan de jeu qui ressemblait à ce qu'on a fait avec Laval. Tu vas nous battre avec ton bras. Mais défensivement, on était. Je pense que Farrell n'était pas habitué à ce genre de défensive exotique. C'est arrivé souvent. Là, on aurait pu avoir plus que 2 interceptions dans ce match-là. On aurait pu en avoir 3, 4, puis même 5. Là. Il y en a qui ont passé proche. Oui, c'est ça. Là, Perrier, il était à un bout d'orteil d'avoir une interception. Puis juste devant la zone début, à la fin du deuxième quart, il y avait 2 joueurs des Bleus qui l'ont tapé. Puis une autre fois aussi. Là, c'est comme... Juste pour vous dire. On était dans les culottes, on camouflait, puis il arrivait à la dernière minute tout le temps. Exact. Là. Juste pour vous dire, c'est 3 sacs du quart, 6 plaqués pour des pertes, 2 interceptions, 7 passes coupées. C'est des gros chiffres défensifs, ça. Ça veut dire qu'il y avait un bleu sur le ballon tout le temps. On leur a donné quasiment un terrain avec les punitions. Une chance, sinon je pense que ça aurait été pire. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est les punitions sont venues nous la drive du toucher, c'est ça. Là, ça les a maintenus en vie. Puis, puis souvent, nos O-line, des pénalités un peu bizarres du O-line. Hey, moi, j'ai besoin de savoir la passe de toucher de Pépé, la passe que Pépé a faite bien au-delà selon notre angle de la ligne. Il y avait dépassé la ligne. Probablement. C'était dur à dire parce que nous, de où on était moi, du banc, j'avais dit sur le jeu, j'ai fait il a dépassé la ligne. Il a dépassé, mais on était en angle à mais c'est ça, un angle. Quasiment 80 verges de lui. Là. Mais c'est non, ça, mais le snap, il était à la ligne pleine, Pépé, il avait dépassé de 2 verges la ligne. On est d'accord, mais l'arbitre qui était proche a finalement dit qu'il a pas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour. J'ai pas compris ce cas-là, mais. Il y a eu des calls des 2 côtés, limite. Là, fait que... Il y a des calls qui ont été bizarres. Tu sais, à un moment donné, Pépé il se sacrifie, il met le genou au sol. Il y a un gars de Saskatchewan qui arrive, il le pogne, il te le slam à terre, call rien. Joueur des Carabins, le pogne, tasse le verre, c'est lui qui pogne la pénalité. Tu sais, des trucs comme ça, on en a eu d'autres. Ils n'étaient pas capables de spotter une progression pour changer leur vie. Ça, c'est impressionnant. Comment? À un moment donné, Simon, il attrape le ballon, c'est à la ligne pleine, il fait frapper, tombe vers le sol en avant. Il donne une verge de la ligne pleine. Comme, il l'a pogné sur il y avait les 2 pieds l'autre bord de la ligne pleine. À la limite de nous à la ligne. Non. Fait que, tu sais, comme j'avais dit, on chattait à un moment donné. C'est une chance que nos faux filades avec Barsalou étaient exceptionnelles. Ça n'a eu aucun impact. Mais on s'est fait voler 2, 3, 4, 5 premiers essais que finalement on a gagné. C'est pas grave. Mais le marquage du ballon, c'était tout simplement des 2 horrible. Côtés, là, des 2 côtés, moi, j'ai pas mis le spot de ballon. Là. Je veux dire, les 2 bords. Non, mais juste pour être clair ici, qu'on fait juste pas chialer sur nos spots de ballon. Non. Le spot en général dans cette partie-là. Ces arbitres-là, de façon générale, puis tu sais, je ne défendrai pas le jeu sur Pépé que tu viens de mentionner, François. Non. Probablement que le call était mauvais. Probablement qu'il avait franchi la ligne. Mais ils en ont discuté pendant 3 minutes avant de faire le call. Ça, c'est une autre affaire. Fleury était sur le banc. Y a-t-il une pénalité? Il n'y a pas de pénalité. Prenez une décision. On veut juste jouer. Là, ça casse le momentum aussi. Là. C'est arrivé 2-3 fois, des conciliabules. Mêlé de même. Ouais. Puis je le sais que c'était un crew hybride. Il y avait du monde qui venait des 4 conférences. Mais en même temps, ils jouaient avec les mêmes
putain de règles. Oui, mais ça, on l'a déjà dit qu'il y a des trucs qui sont pas. C'est pas aussi clair dans chacune des conférences. Puis dans les faits, c'est. Puis tu le sais plus que nous autres parce que t'es supposé avant, t'es supposé de t'entendre sur des pénalités, t'es supposé d'avoir mis des règles claires, puis on dirait hey, ça va être une pénalité, ça n'en sera pas. Frank, ce que je te parle là, ce que je te parle, c'est pas de l'interprétation. C'est une rudesse. Le gars, il l'a tué. Il y a eu à un moment donné du piling up. C'est une rudesse. C'est un antisportif. Ça, à la limite, on vit dans on le colle-tu ou on le laisse jouer. Ça, je peux vivre avec ça. Marquer le ballon. Le gars était-tu dans le terrain? Le gars était-tu passé la ligne? Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement là-dessus. Là. Il l'était, il ne l'était pas, tu le dis ou tu le dis pas. Il débattait des affaires qui sont supposées être première année d'arbitrage. Là. Je ne suis pas en train de dire, le gars, il a-tu mis sa main d'en face? Il a-tu un petit peu trop poussé après le sifflet? Il a-tu dit quelque chose de pas fin? On n'est pas dans le jugement, là. On est dans le factuel, ça s'observe. C'est là que j'avais un problème. Ben, c'est ça. Mais at the end, ça a paru que Montréal était juste plus gros et plus fort. C'est ça c'est là que ça part. Et le fait que leur corps arrière est bon, mais pas si précis que ça. Puis parce que là, je suis d'accord. C'est leur QB remplaçant aussi, c'est pas leur. Je suis d'accord. Mais donc, il est bien fait dans les circonstances. Là, pour un QB recru, c'est des excellents chiffres. Là, je veux dire. Notre jeu, Pépé était extraordinaire. Simon était bon. Leclerc était extraordinaire. Gourgon était bon. Nos vétérans ont été. Dosso a été à chier la première demi, mais extraordinaire la deuxième. Ben, je dis à chier, j'exagère un peu. Il y en a échappé une, il a peut-être manqué un bloc. On ne commencera pas à acheter le bébé avec l'eau du bain. Moi, je l'aurais pas retourné. Mais j'exagère. Mais longue histoire courte, les gros joueurs ont joué gros. Exactement. Les vétérans sont venus pour baller puis ils voulaient repartir de là avec le exact. Totalement. On l'a vu en défensive. Hey, en défensive, LP a été extraordinaire. Messiane, est-ce qu'on parle d'Elshad qui a voulu tuer tout le monde sur ce terrain-là? Boulian qui était dans le Kodak. Elshad qui a dû avoir une motivation supplémentaire parce que son frère et sa sœur se sont invités sur l'avion, mais ils ne savaient pas qu'il était dans l'avion. Je pense qu'il y a eu une belle surprise. Là. Fait que ça nous a donné notre coupe Vanier. Là, tu vois, après avoir terminé la partie, il y a eu les présentations d'usage sur la scène. Moi, j'ai fait une interview avec un petit journal étudiant local. Ça, c'était le fun. On est descendu sur le terrain. Puis c'est là qu'on a découvert le vandalisme sur le trophée. Nous, tout le monde, la façon qu'on l'a vu, c'est quand Gourgon a levé le ballon. La face de Leduc là-dessus. Là. Ah oui. Puis Arnaud Gasconadon a fait un post là-dessus qui est juste parfait. C'était parfait, c'est parfait. C'est drôle de tout. Même si c'est du vandalisme, puis qu'on peut dire asti que c'est. Mais c'était tellement parfait. Ouais, tout est niaiseux ça part de la responsabilité du U-Sport qui ne check pas ses trophées. C'est une mentalité aussi de on fait ce qu'on veut. Puis ça, tu sais, après ça, on se demande pourquoi tout le monde a un problème avec Laval, pourquoi tout le monde arrive là, agressif, puis c'est ça. À un moment donné, cette mentalité-là de on fait ce qu'on veut, puis on envoie foutre qui on veut, mais c'est ça. What goes around comes around. Tu sais, à un moment donné, là, arrêtez de faire les vierges offensées, là, écœure tout le monde, après ça, ils se choquent de se faire écœurer. T'sais? Exactement. Mais vous avez réussi à descendre quand même rapidement sur le terrain, non? À ce moment-là, ça paraît tout le temps éternel. Hein? C'est interminable. Il a fallu attendre les poignées de main, qu'ils sortent le trophée, qu'ils remettent les trophées. Les entrevues, on ne les a pas entendues. Moi, je n'ai pas souvenir de les avoir entendues dans le stade. L'acoustique n'était pas cool niveau terrain. Le show de la demi. Est-ce que vous l'avez entendu ou c'était comme il y a 2 ans? Non, c'était beaucoup mieux. Il y avait un petit stage dans le fond, c'était sur les speakers principaux, on l'a entendu, mais on ne voyait pas les gens parce que moi, je dois vous avouer que j'ai pas vu de show. Moi, non, mais ils ont jasé tout le long, vous autres, hein? Ah oui, c'est vrai. Puis nous autres, ils coupaient le son, là, tu sais, à Cage au Sport. C'était un petit groupe, c'était un groupe de musique néo-trad celtique. C'était du rock celtique. C'était correct. Ça devait être parfait. Nous autres, on avait juste de la musique parce que dès que les annonces arrivaient, le gars de la cage mettait de la musique. L'ambiance à la cage était juste parfaite. Ils ont mis un stage en dessous de l'écran géant, donc du côté sud. Puis, de la manière que le stade est fait, c'est que tu as l'écran géant, puis qu'il y a une grande esplanade.
Fait qu'eux autres, ils rentraient le stage en dessous, puis tu avais du monde qui pouvait écouter le show sur l'esplanade. Ça dansait sur place, là. Tu avais des gens de la place qui dansaient. C'était parfait. Ils avaient l'espace pour ça. T'sais, contrairement à Queens qui avait mis comme le stage au niveau terrain, dans le trou, ce que personne ne les voyait, personne ne les entendait. Fait que, non, c'était un petit peu. Là, tu vois qu'ils connaissaient leur stade. C'était la section Beer Garden. Là, il n'y avait personne dans le Beer Garden parce que le stade n'était pas rentré. Mais ils avaient fermé les extrémités, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que là, le monde pouvait aller là. Il y avait de l'espace si vous voulez écouter. Là. Fait que ça allait super bien. Puis la cérémonie, on est descendu sur le terrain. Tam est allé jaser avec Pépé Senior puis à peu près tout le monde. Elle a pris une photo avec le trophée de MVP. C'est ça l'anecdote que j'avais pas racontée. Pendant le match, il y avait 2 annonceurs. Il y avait un annonceur en anglais et un annonceur en français. Dans le stade, oui, c'est ça. Dans le stade. Oui, on les entendait. Puis l'annonceur francophone était très bon. L'annonceur francophone était très bon. C'était pas un anglo qui baragouinait du français. C'était un francophone. Mais ce qui était drôle, c'est que la veille, j'étais au Victoria's Tavern, puis je jase avec le père de Enrique. Puis j'ai dit, c'est pas James, right? Ça se peut pas que ce soit James. Vous êtes Mexicain, vous êtes Latino, c'est pas de même. Il dit non, c'est James. Fait que moi, je reste sur cette. Ah oui, c'est Enrique, James, Leclerc. James. Exact. Donc, moi, je reste avec cette idée-là. Je le savais, je vais pouvoir en parler au podcast. L'annonceur francophone commence le match, appelle ça Enrique James Leclerc. En plein milieu du match, commence à changer. Enrique James Leclerc. Je fais Chris, Colin. Puis il y a quelqu'un qui a parlé. Et c'est parce que le père d'Enrique, après le match, il vient me voir, il dit c'est toi qui y a dit? Il dit man, qu'est-ce que tu penses que j'ai comme influence dans New Sports? Tabarnak, c'est drôle. On était les deux seuls à en avoir parlé. Ouais, c'est ça, hein? Puis lui aussi s'en est rendu compte. Ouais. Fait qu'après le match, il me compte ça. Je dis non, absolument pas. J'ai vraiment aucune idée. Fait qu'on l'a bien ri, celle-là. Mais oui, ce n'est pas James. Fait que on le saura pour l'année prochaine. On le saura maudit, mais OK. Donc, pour pas mal prononcer, je vais dire Enrique. Mais, lui aussi a eu une belle partie. Il n'a pas marqué de toucher, mais a fait une belle performance lui aussi. Il n'y a pas grand monde qui a eu une game off dans celle-là, pour être honnête. Là. Au niveau des receveurs, c'est évidemment Simon Larose qui a la plus grosse journée en termes de nombre. Mais Enrique James Leclerc en deuxième. La Rose, depuis 3 semaines, on le sait. Montant, son affaire. Parce que j'ai l'impression que James Leclerc n'était pas à 100% depuis le match à Laval. Attends. C'est d'une évidence parce que sur le Jet Sweep, là, tu le vois que ses cotes sont possibles. Puis, tu sais, on parle même pas de Dembélé, mais tu as raison. Là, James avait de l'air Enrique James Leclerc. Parce que en début de saison, puis même jusqu'à la fin de la saison, c'était la cible préférée de Pépé. Hey, comment va le nez de notre Brando? Il a l'air vraiment arrête de taper sa gueule. Oui, il est venu s'asseoir avec nous autres sur le retour. Juste pour vous conter comment ça s'est passé, effectivement, on le parlait. Après les célébrations d'usage, les gars sont repartis avec la coupe dans le vestiaire pour avoir leur petit moment avec. On était chanceux, on a pu avoir quelques photos avant. Pendant ce temps-là, nous, avec le groupe de parents, il y avait un petit souper qui était organisé là, dans le même lounge là, que quand on a fait le 5 à 7 au début, une espèce de buffet de pizza de la place. Là. Fait qu'on est resté là un petit bout. Ils nous ont ramené la coupe. On a réussi à vu cette vidéo-là, un des gros joueurs qui a collé. Patlang! Fait qu'on a pris des photos avec, on a eu le temps de la regarder. On a fait une photo de groupe avec les parents. D'ailleurs, on a eu le temps de le sculpter, essayer de voir pourquoi il était différent de l'autre. Eric, t'es où sur la photo de groupe? C'est moi qui apprends. Ben, c'est ce que je me suis dit, hein, parce que je t'ai cherché, t'es pas là. C'est moi qui l'ai pris. Manon qui lui donne le ballon de match, elle fait je te confie le ballon de match, je le récupère à la fin. J'ai passé avec le ballon de match. On a eu beaucoup de plaisir là, puis on est sauté directement dans l'avion après. Fait que je te dirais que 2-3 heures après le match, on était déjà rendu à l'avion. Puis c'est là qu'on a jasé avec les joueurs. Puis Brandon, dans le fond, ce qu'il nous expliquait, c'est que lui, cette année, il y avait une grille qui était un petit peu différente. Donc, l'ouverture, c'est comme la plus grosse possible. Elle est tellement grosse que la main d'un adversaire a réussi à rentrer. Et il y a eu un knuckle sandwich sur le top du nez qui a fendu. Fait que, c'est ça qui est arrivé. Fait que, parce qu'à un moment donné, il a le genou à terre, puis il part à rire. Puis, à la TV, c'est drôle de le voir, là, mais là, il est tout magané. Ouais, ben écoute, il n'avait pas l'air malheureux. Il n'avait pas l'air cassé non plus. Non. Mais tu sais, quand c'est arrivé,
pendant la game, c'est là qu'il a mis son genou à terre. Puis on connaît tous Brando, là, tu sais. Non, mais il était dans l'avion, puis il saignait. Je fais comme ça va, Brandon, tu saignes. Il nous jasait, il saignait de même. T'es comme, non, je suis correct, il n'y a pas de problème. Prends un autre bien, Brandon, prends un autre bien. Mais non, les gars ont été extrêmement sympathiques. Ce fut un vol de retour très, très agréable. Donc, on a été capable d'en profiter. On a eu le même personnel sur l'avion quasiment les 2 semaines. Là, fait que là, ils nous connaissaient à la fin. On t'est rendu friendly avec le staff. J'ai juste levé la voix, puis la fille arrivait avec une autre bière. Là. On a eu un petit peu de bière dans l'avion. Ça, c'était le fun. J'imagine, mais c'est normal. La bière à l'eau, là, tu sais, c'était pas si pire. Ben oui, c'était parfait. Je conduisais pas, là, fait que j'étais correct. Exactement, c'est parfait. Vous avez le droit. Fait que non, ce fut un beau voyage de retour. Là. On s'est séparés des gars à l'aéroport de Saint-Hubert à l'atterrissage. Là. Nous, on était dû pour revenir. Fait que ça a été notre voyage. Puis les gars, eux, rembarquaient dans l'autobus. Je pense qu'ils faisaient un petit tour par l'université pour finir de fêter ça entre eux autres. Amplement mérité. Amplement. C'est une saison... je ne sais même pas comment l'expliquer parce que... tu sais, il y a un des articles du Journal de Québec qui disait Pépé a réussi à enlever le doute. Tu sais, on était promenés à savoir un doute. Moi, je suis comme, j'aimais pas le choix de mots parce que non, mais la réalité, c'est que... Mais il a juste progressé plus qu'on pensait qu'il allait progresser sa première Par sceptique, ce qu'on voulait surtout dire, c'est après le départ de Jonathan, oui, on connaissait la qualité footballistique, disons ça de même, de Pépé. On savait c'était quoi son potentiel, mais à aucun moment, là, soyons honnêtes, à aucun moment, on aurait pu croire que sa saison, il aurait été aussi bon à sa première saison. Aussi bon soit-il, on le savait qu'il était bon. Il a passé plusieurs records de Joe à sa première année. Là, puis il n'a pas joué tous les matchs. Cette année, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que l'état-major des Carabins a mis l'effort pour entourer Pépé. La O-line de cette année a été faite... Pour moi, c'est la plus grosse surprise de cette O-line-là. Elle a été faite pour le protéger. Protéger. Imaginez si Joe avait eu une O-line de même. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était une combinaison parfaite de circonstances. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette même ligne offensive-là aurait donné les mêmes résultats avec le style de Jonathan, parce que Jonathan était un corps beaucoup plus mobile. C'est un carrière qui aimait beaucoup plus faire ses lectures, improviser, essayer de faire le jeu lui-même. Pépé, je crois qu'il a juste monter et reculer dans la pochette. Oui, c'est ça. Puis l'histoire nous le dira. Peut-être qu'avec le temps, ça va évoluer. Pour l'instant, il fait beaucoup confiance au système, faisait beaucoup confiance à ses receveurs. Ça s'est avéré extrêmement payant de faire ça. Il l'a répété après la défaite à Laval. J'ai voulu trop en faire. Fait que, il est revenu, je pense, à une méthode de OK, voici le système, voici comment on travaille. Donc, peut-être qu'à cause des athlètes qui étaient là à ce moment-là, ça a été une espèce de tempête parfaite de les bonnes personnes au bon moment dans le bon système. Exactement. Mais c'est pour ça que je te dis, Éric, c'est pour ça que je vous dis toutes les deux, le choix des mots n'était peut-être pas là, mais même nous, on s'attendait à une baisse de régime en se disant « Hey, on a confiance, Pépé sera excellent. » Mais on était convaincus que ce sera... On doutait de la cohésion. On doutait de la cohésion. De la rapidité de cette cohésion-là. Ouais. On ne parle pas d'années, on parle de semaines. Oui. Puis, soyons francs, dans les 2 dernières années, on a été extrêmement critiques avec notre cohorte de receveurs, même s'ils c'était des excellents joueurs, ils ont souvent sous-performé. Cette année, je n'ai pas chialé ben. Je n'ai pas fait pleurer beaucoup de grands-parents cette année. Là, tout le monde était content parce qu'ils ont été extraordinaires. Là. Fait que, c'est ça. Voilà. Tout le monde est heureux, Frank. Exactement. Quand ça va bien, tout le monde est heureux. Hein, oui. Moi, je suis heureux. Mon marié trouvé désagréable à Cage au Sport. Ah, mon Messenger t'a trouvé désagréable. Oui, par proxy, on t'a trouvé désagréable. On n'avait pas besoin d'être là. Mais à la fin, j'aimais tout le monde, puis c'était ça. T'étais comme le partisan des Huskies avant nous autres pendant la partie. T'étais désagréable pendant la partie, mais une fois la partie finie... Ça, là, c'est pratiquement devenu de l'ouvrage, les ignorer, ces abrutis. Ouais, mais moi, j'étais juste désagréable. C'était juste drôle, c'était normal. Un peu pessimiste. Oui, c'est plus ça. Non, mais la nervosité va faire ça. Puis, tu sais, je dois avouer, moi aussi, là, que c'est sûr que j'aurais préféré. Tu regardes le score final, là, 14 points d'écart.
jusqu'au début du troisième quart, là, on avait le feeling que c'était beaucoup plus serré et plus égal. C'est quand les Carabins ont marqué leur deuxième touché, là, la défensive ne donnait plus rien, l'attaque commençait à creuser l'écart, contrôlait le ballon. J'en ai parlé tantôt. Le seul moyen que les Huskies seraient revenus dans cette partie-là, c'est s'ils avaient créé un revirement défensif. Il a fallu leur donner quelque chose. Ouais. Puis là, ils n'ont pas réussi à le faire contre notre offensive. Puis c'est ça qui a maintenu l'écart. Et puis on n'a même pas parlé des unités spéciales. Hey, je veux faire un dernier shout-out, par exemple, parce que tu sais, Philippe Boyer a eu de la difficulté, certaines affaires, il a manqué un botté, mais on avait beaucoup parlé du retourneur de Saskatchewan, et effectivement, les gars nous en ont même reparlé après le match, que ce gars-là, il était spécial, puis il était rapide. Ils étaient fiers de l'avoir contenu. Exactement. Le placement des ballons était tout le temps entre le hachuré et la ligne extérieure. C'est ça mon shout-out que je veux mettre. Ouais. Pour tout encapsuler, je pense, Philippe Boyer, son dernier botté n'était pas nécessairement son meilleur, mais il l'a envoyé dans le coin, ses lignes de côté. Puis il est allé faire. Le joueur de Saskatchewan est allé chercher le ballon. Il s'est fait ralentir par, je ne me rappelle plus quel joueur, mais qui est-ce qui est allé le guider jusqu'à l'extérieur des lignes? Boyer. Boyer était le deuxième gars. Il y a 2 plaqués ses unités spéciales. Oui, mais... Christy de Speedster-là, c'est Boyer qui l'a sorti du terrain pour finir la game. Parce qu'il a fait, regarde, c'est moi qui l'ai envoyé là, mais elle a fini la job. Il n'attendait pas qu'il traverse. Philippe, il y allait. Fait que félicitations pour ça. Non, t'as raison. Hustle all the way. Puis merci Quelle à saison, les enfants? Quelle saison, ça va être... Moi, puis Tam, on n'en revenait pas. On se disait, ouais, on vient-tu de sauter par-dessus le requin, nous autres, là? On vient-tu de faire la saison la plus incroyable? Mais en même temps, on a déjà dit ça de 2014, puis nous y voilà. Ouais, mais là, avec le voyagement, avec, tu sais, c'était spécial, là. J'avoue que... ça dans les 5 prochaines années. Là. J'avoue que... mais il reste de la place sur mon mur, je peux juste dire. Là. Ouais. J'ai mes 3 quarts. En disant que mais pour ça, il va falloir vaincre à Laval. J'étais déçu de ne pas avoir vécu ça avec vous autres cette année, mais je me reprendrai une autre fois. Hey, je fais un petit aparté vite là, pour ceux qui ne sont pas sur les médias sociaux parce qu'on finit. Notre saison prochaine va être peut-être comporter un peu plus de Chili. Oh yeah! Hein, parce que les Gators de Bishops reviennent de la conférence Atlantique dans la conférence Québec. Donc, au menu, Tailgate, Chili, Lennoxville et Couch qui brûle. On encore ça? Oui. Is that still a thing? Oui. Oui. Puis cette année, ils ont mis un calendrier balancé. Donc, la saison pourra commencer une semaine plus tard. Et peut-être même réinstaurer la semaine de l'Action de grâce en semaine de congé. Oui, c'est plus facile avec un nombre pair. Qu'est-ce que tu dis, là, tu n'es plus obligé de donner 2 bails par équipe pendant la saison. Exact. Qu'est-ce que tu dis à propos de Bishops? Ben, ils ont crissé le feu de maison cette année en brûlant un sofa. Un petit mardi qu'on avait. C'est ça. J'ai hâte. On retourne chez les petits mots. C'est le fun. Ouais. Je suis content. Puis moi, j'ai hâte de voir comment ils vont faire le calendrier. Là. Mais ouais. Exact. Ça va être la fun. C'est une bonne nouvelle. Ça va pimenter un peu la saison. C'est sûr que je pense que Bishop va avoir un dur hangover là, de leur retour de l'Atlantique, là, où c'est juste... Et, chose promise, chose due, Carl se fait raser la barbe cette semaine. Reste à voir où et comment. Oui, notre collègue Carl qui met en jeu... D'ailleurs, il est dans l'ouverture là, quand elle fonctionne. Il est dans l'ouverture pour s'être fait raser il y a 2 ans. Et il avait encore gagé sa barbe. D'ailleurs, il l'avait teinte en bleu. Il s'était fait partiellement coloré en bleu. Sa barbe. C'est qui fait... c'est M. Perrier. Oui, c'est le père Perrier. Qui l'avait coloré. Fait que non, lui qui prend tout le temps son pinch, là, son Fu Manchu, puis il se le bleute. Il avait la capsule. Il nous a fait ça juste avant qu'on rentre dans le Sports Lounge. Ouais, vous aviez une belle gang de joyeux lurons de parents. Vous aviez les meilleurs. Oui, puis écoute, ce qui était cool, c'est que ça faisait vraiment un groupe motivé. C'était un groupe de parents motivés. Qui était loud, il était présent. J'avais l'impression de retrouver un groupe de parents que je n'avais pas vu comme ça depuis avant la pandémie. Là. Tu sais, les Annette, les Lucie, Pelletier et compagnie. Ah non. Ça va. Ils prennent une gauze, les parents. Hein? C'est cyclique. Hein?
Mais je pense que le 2 semaines de voyagement ensemble a soudé les parents aussi, je pense. Puis que ça a amené une dynamique différente. Puis... C'est sûr. Ah, je dis ça, il va falloir s'en reparler. Mais j'ai parlé à M. Gonzalez, parlé à M. James. Premier match, là, c'est Fiesta Mexican. On s'en va là. Fait que suivez les montagnards, il va y avoir des grosses annonces quand où va s'en venir. Quand les feuilles vont commencer à changer de couleur, là, les tacos vont être sur le barbecue, je vous dis ça demain. Oh, que ça va être bon, j'ai déjà hâte. Yes. Fait que c'est une promesse pour l'automne. En attendant, suivez nos médias sociaux. Il y a probablement une espèce de rassemblement de partisans là, pour que vous puissiez profiter de la Coupe Vanier là, qui va se tenir. Les Carabins vont sûrement l'annoncer au cours des prochains jours. On a, comme on disait, Carl qui va se faire clipper. Ça, c'est tout le temps assez drôle parce qu'il perd comme 15 ans. Est-ce qu'on fait un événement pour sabler le dessous de la vanille? Ça j'étais prêt à proposer de l'amener personnellement voir un ébéniste pour se faire arranger. On va voir ce que les Carabins ont comme projet de ce côté-là. Je pense pas que ça va rester comme c'est. Pas de la misère à croire. Je pense bien que le U-Sport, c'est plus le U-Sport qui va dire hey, on s'excuse. Hey, gars, moi, je vais trouver un pro bono. On va tout arranger ça. On va amener la coupe au spa. Hein? Des petites cures de jeunesse. C'est pas si grave que ça aussi. C'est pas grave. Non, mais comme on disait, quand il y a de la haine et du négatif, on répond avec de l'amour. Exactement. Nous, on va lui donner de l'amour. Et voilà. On va prendre soin. On va la cajoler. On va la donner une nouvelle couche de vernis. Exact. Elle va vouloir en revenir. All right. C'était l'écho des montagnards, le dernier épisode de la saison 5, édition championnat. Si vous voulez vous joindre à nous, ben vous pouvez le faire en tout temps. Là, je veux dire, nous encourager, ça n'a pas de saison. L'inscription est à 20$ pour devenir un montagnard. Sinon, inscrivez-vous à nos différentes plateformes médias sociaux. Merci SPG, merci Série Autre Chose du Nibrou. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On ajoute tout le temps un petit peu de contenu là, quand on a 5 minutes de libre. Merci à vous deux. Bonne saison morte et on se revoit l'année prochaine. Ciao tout le monde.